Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léo, je suis médecin en fin de formation et créateur d'Hippocrate, un compagnon de santé qui vous aide à intégrer des habitudes saines dans votre quotidien. On va d'ailleurs lancer bientôt notre première phase test, vous avez juste à suivre le QR code en haut à gauche de l'épisode ou le lien en description. Dans le labo d'Hippocrate, on accueille des spécialistes pour parler santé, vulgariser et vous aider à comprendre pour construire la santé que vous méritez. Julien, bonjour. Bonjour Léo. Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Je vais te demander de te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas avant qu'on aille sur le sujet du jour. Alors, je m'appelle Julien Scanzi, je suis gastro-entérologue en Auvergne, à l'hôpital de Thiers et au CHU de Clermont-Ferrand. Et voilà, depuis maintenant une petite dizaine d'années, je m'intéresse au microbiote intestinal. Je pense que on aura l'occasion d'en parler tout au long de ce podcast. Et voilà, je m'y intéresse et j'essaie de sensibiliser le grand public, le plus de monde possible sur ce que c'est notre microbiote, en quoi ça joue un rôle majeur sur notre santé, comment en prendre soin, etc. T'as écrit un livre il n'y a pas très longtemps, J'ai je crois. écrit 2 livres, du coup, dans cette continuité, pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Incroyable microbiote, publié chez Le Duc en 2022, et j'ai écrit un autre livre sorti l'année dernière, en 2024, qui s'appelle L'alimentation incroyable microbiote. Et pour ce deuxième livre, qui donne les clés de comment prendre soin de son microbiote, je me suis fait accompagner de 2 expertes, une diététicienne qui a proposé des recettes riches en fibres et une experte en fermentation, pour donner toutes les clés pour que chacun puisse se mettre à faire ses propres aliments et boissons fermentés. Ok, Et puis je génial. suis Ouais, sur les réseaux on voit sociaux ça. aussi, on en parlera peut-être, mais voilà. Ouais, on aura tout ça à la fin. On voit beaucoup hein, de gens. Je trouve que c'est un sujet qui est de plus en plus en vogue. Là, si tu as commencé il y a 10 ans, tu as commencé vraiment au début, je pense, des recherches sur tout ça et tout. On entend plein de choses sur ce sujet. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à la base de qu'est-ce que c'est le microbiote. Ouais, alors le microbiote, alors c'est ce qu'on appelait la flore auparavant. Un microbiote, en fait, c'est un ensemble de micro-organismes vivants qui vivent dans un écosystème donné. Alors quand on parle du microbiote, en général, on parle souvent du microbiote intestinal parce que c'est de loin le plus riche de tous nos microbiotes et celui qui est le plus en lien avec notre santé. Et donc le microbiote intestinal, c'est tous les micro-organismes, bactéries, virus, levures, champignons, parasites qui vivent dans nos intestins. Ok, et donc le terme flore, c'est exactement pareil, parce que Exactement. posé la question. Enfin, maintenant, on parle de microbiote. Le terme flore devient désuet, on n'en parle plus. Le vrai terme, c'est microbiote. Et voilà. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte, il y a très peu de temps, hein, il y a une vingtaine d'années, qu'on était au moins autant microbien qu'humain. En fait, on est porteur d'environ 40 000 milliards de micro-organismes. Ça fait à peu près autant que le nombre de nos cellules humaines. Et en fait, si on regarde d'un point de vue de la génétique, d'un point de vue de l'ADN de ces micro-organismes, eh ben, on est porteur en nous d'au moins 100 fois plus d'ADN microbien que d'ADN humain. Donc c'est un peu le fait de comprendre tout ça et d'avoir ces connaissances chaque jour qui sont un peu plus nombreuses, c'est en train de révolutionner effectivement la médecine et la façon dont on perçoit la santé, puisque maintenant, en gros, pour que l'humain soit en bonne santé, il faut que l'humain soit en bonne santé, mais également le microbien. Et que la communication entre l'humain et le microbien, ce qu'on appelle la symbiose, quand tout va bien, et ben persiste, enfin, voilà, que cette communication, elle reste une symbiose mutuellement bénéfique entre l'humain et le microbien. Donc ça rend les choses plus complexes, mais du coup, ça ouvre beaucoup de perspectives sur la façon dont on prend en charge les maladies et puis surtout pour faire de la prévention en santé, quoi. Et ce microbiote, au final, c'est quoi ses fonctions? À quoi il sert? À plein de fonctions. Je crois qu'il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fonctions. Je veux dire, en gros, les principales. En gros, la digestion des fibres. Quand on va manger des fibres qui sont des glucides complexes qu'on va trouver dans la plupart du temps des végétaux, fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, graines. Et ben, ces glucides complexes, ces fibres ne sont pas digérés par notre système digestif humain, on n'a pas d'enzymes pour les digérer. En fait, ça va arriver quasiment tel quel au niveau du gros intestin, au niveau du côlon, et ce sont certaines de nos bactéries intestinales qui vont les digérer, fermenter
et fabriquer du coup des petites molécules, des métabolites qu'on appelle des acides gras à chaîne courte. Donc ça, c'est une autre fonction très importante, une des fonctions métaboliques de notre microbiote, c'est sa capacité à pouvoir fabriquer des petites molécules. Donc les acides gras à chaîne courte, comme l'acétate, le propionate, le butyrate, sont des molécules très très intéressantes, impliquées dans tout un tas de réactions biochimiques dans notre organisme, qui vont également servir de messagers chimiques pour aller interagir avec d'autres organes, avec notre système immunitaire, on en parlera aussi. Elles sont capables aussi, nos bactéries intestinales, de fabriquer des vitamines, de fabriquer des neurotransmetteurs, de réguler la fabrication de ces messagers chimiques, sérotonine, GABA, vitamines, etc. La santé mentale, on en parle de plus en plus, mais il y a un axe intestin-cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une communication qui se fait en permanence entre notre cerveau et nos intestins. Et dans cette communication, notre microbiote intestinal est impliqué via la fabrication et la régulation de messagers chimiques. Donc, ils vont aller activer des neurones et envoyer des messages au cerveau. La régulation de notre métabolisme énergétique, de notre satiété ou notre sensation de faim, de la régulation de notre poids. Tout ça, également, notre microbiote joue un rôle là-dedans via, par exemple, ces acides gras à chaîne courte que j'ai cités auparavant, qui sont impliqués dans des réactions biochimiques également. La régulation du système immunitaire. On sait à l'heure actuelle que, en gros, quand on a un dérèglement du microbiote intestinal, ça peut très souvent engendrer des anomalies de fonctionnement de ce système immunitaire, avec soit une activation trop importante, et ce qui peut donner par exemple des problèmes d'allergie, de maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn ou certains rhumatismes inflammatoires, ou dans le sens inverse, le rendre moins efficace et du coup et faire qu'on est plus propice à choper des infections, etc. Et puis une autre fonction dont on parle de plus en plus, qui est hyper intéressante, c'est la capacité de notre microbiote intestinal à interagir avec des médicaments, en tout cas à métaboliser des médicaments et à les rendre plus ou moins efficaces. En fonction de la composition de notre microbiote, on va réagir de façon différente à certains traitements, et ça a été par exemple démontré dans des traitements anticancéreux qu'on appelle l'immunothérapie. Et ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'on ne répond pas de la même façon à cette immunothérapie en fonction de la composition de notre microbiote. Et l'enjeu est majeur, puisque l'immunothérapie peut permettre à certains de guérir de cancers des fois avancés. Mais par contre, quand on ne répond pas à l'immunothérapie, le pronostic peut être plus sombre. Donc c'est vrai que il y a tout un tas de fonctions. Là, j'ai cité en gros les principales qui me venaient en tête, mais on pourrait en parler des heures. Voilà. Et c'est fou parce que ça montre à quel point au final c'est quelque chose de central dans notre santé, quoi. C'est vraiment tout est lié avec ce microbe, sans qu'il y ait forcément de la causalité dans tous les sens, mais tout est au moins Bien sûr. corrélé avec ça. Et ça peut se faire poser la question, justement, de se dire, est-ce qu'il y a un microbiote idéal à avoir ou pas? Ou au final, on a tous un peu notre identité microbienne digestive. C'est exactement ça. Il n'y a pas du tout un microbiote universel, un microbiote idéal vers lequel on devrait tous tendre. Le microbiote d'un New-Yorkais ou le microbiote d'un Chinois de Chine rurale ou le microbiote d'un Africain, enfin forcément très différent, et pour autant on pourrait avoir des gens en très bonne santé en Chine, en Afrique, à New York. En fait, je pense qu'il faut chacun de nous avoir le meilleur microbiote possible pour nous. Donc l'idéal, ce serait en fait de faire en sorte que notre microbiote se développe et se construise de la meilleure des façons dans notre petite enfance, voire même avant. Et ensuite, d'essayer de le préserver, voire de l'améliorer tout au long de notre vie. Alors que, à l'inverse, si on ne fait pas attention à tout ça, le monde dans lequel on vit, l'environnement, notre mode de vie, met souvent à mal la biodiversité microbienne. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'environnement, d'écologie, de biodiversité animale, de biodiversité environnementale. On se rend compte que l'humain, et ces dernières décennies, a détruit en partie de la biodiversité animale environnementale. De la même façon, on a également détruit de la biodiversité microbienne, et notre microbiote a eu tendance à s'appauvrir ces dernières décennies, ces dernières générations. Donc l'idée, c'est de prendre conscience de ça, puisque notre santé, ce qu'on sait par contre, même s'il n'y a pas un microbiote universel, ce qu'on sait, c'est que notre santé, elle est corrélée à la richesse et la diversité de ce microbiote. Donc plus on va avoir un microbiote qui va s'appauvrir, plus
ça risque de fragiliser notre santé et de favoriser l'apparition de maladies chroniques. Et est-ce que, à l'inverse d'avoir un microbiote idéal, est-ce qu'il y a des bactéries qu'il faut absolument ne pas avoir ou du moins pas en trop grande quantité? Est-ce qu'on sait un peu une carte d'identité un peu du mauvais microbiote ou pas? Non, non plus, ce qu'il faut éviter d'avoir, c'est un microbiote très pauvre et avec un déséquilibre entre, des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. C'est-à-dire que idéalement, il faudrait avoir un microbiote très riche et diversifié avec plein de bonnes bactéries qui ont plutôt des propriétés, bénéfiques pour notre santé, on en connaît. Heu et en fait, à l'inverse, quand on appauvrit notre microbiote, on laisse de la place, disponible pour d'autres micro-organismes et malheureusement, les bactéries et les micro-organismes et les champignons qui ont tendance à proliférer quand on leur laisse trop de place, ça va plutôt être des mauvais, soit des pathogènes, soit en tout cas des bactéries ou des levures ou champignons qui auront plutôt un impact pro-inflammatoire. Hein, on parle par exemple de Candida albicans, on parle d'entérobactéries, d'Escherichia coli, de choses comme ça, de protéobactéries, de bactéries qui sont parfois potentiellement un peu plus délétères. Donc voilà, l'idéal, c'est de faire en sorte de préserver notre microbiote le plus riche et diversifié possible pour le moins possible laisser de la place à ces micro-organismes pro-inflammatoires de proliférer au sein de notre organisme. Ok, très clair. Et ça me fait enchaîner sur le sujet d'après. C'est un sujet qu'on entend beaucoup parler comme étant très lié au microbiote, ça va être le sujet de l'immunité. Slash aussi, je mets dans le même cadre l'inflammation, ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Qu'est-ce que dit la science dessus actuellement? Sur le rôle du microbiote là-dedans? Hmm. En fait, notre système immunitaire est là, en fait, il régule, heu, l'inflammation des réactions, en fait, c'est-à-dire un système immunitaire qui va être trop réactif, on va avoir de nos propres anticorps qui vont venir, s'activer et je schématise un petit peu et hem et favoriser des maladies type, rhumatisme inflammatoire, maladie de Crohn, allergies et cetera. Et au contraire, une immunité trop faible, pas assez un système immunitaire pas assez actif, va favoriser des infections. Donc on a besoin d'un équilibre, c'est-à-dire de la tolérance vis-à-vis des cellules de notre organisme, vis-à-vis de bonnes bactéries, mais en même temps une activation potentielle quand, dans notre organisme arrivent, des pathogènes, des mauvaises bactéries, des mauvais virus. Donc en fait, cet équilibre, il est très fin et ce qu'on sait, c'est que le microbiote interagit avec notre système immunitaire et participe à cet équilibre entre de la tolérance et de l'inflammation quand il faut. Et donc ce qu'on sait, c'est qu'un microbiote déséquilibré, appauvri et cetera, ben, va favoriser un déséquilibre, de ce système immunitaire et va le faire pencher, potentiellement vers une suractivation, et donc un surrisque de maladie type maladie de Crohn, par exemple, ou, à l'inverse, du coup, un défaut un peu d'activation, un système immunitaire qui sera pas assez efficace et du coup, une augmentation de risque de développer des infections. Donc après, là, je rentre pas en détail dans les mécanismes, mais voilà, il y a vraiment, le microbiote interagit avec, par exemple, la régulation, des lymphocytes, hem et voilà et en fonction des lymphocytes qui seront, activés ou enfin, de la régulation de tout ça, bah, ça va, modifier le fonctionnement de notre système immunitaire. Et on peut faire le lien un peu, parce que on sait que cette inflammation un peu de bas grade, elle est liée quand même à beaucoup de pathologies. Donc il y a un lien aussi assez prononcé entre le microbiote et ce qu'on appelle les maladies de civilisation, donc diabète, hypertension, obésité. Ça a été retrouvé aussi? Oui, alors c'est pareil, on va pas rentrer dans les détails des mécanismes qui sont en train d'être étudiés, mais il y a des corrélations qui sont, assez franches là-dessus. Quand globalement, pour faire très simple, quand on prend le microbiote de populations qui souffrent de maladies chroniques, quelles qu'elles soient et notamment ces maladies dites de civilisation, donc il y en a les maladies dysmétaboliques, obésité, diabète, maladies du foie gras, cirrhose, tout ça. Ou les maladies dysimmunitaires, tout ce qui va être, maladie de Crohn, psoriasis, polyarthrite rhumatoïde, allergie. Hem et ben, dans toutes ces maladies, quand on étudie le microbiote de populations porteuses de ces maladies, quelles qu'elles soient,
et qu'on le compare à celui de population saine, on s'aperçoit qu'il y a des anomalies. Et ce qu'on retrouve de façon constante, c'est pas toujours le même type d'anomalie, mais constamment, on retrouve une baisse de la richesse et de la diversité microbienne. Donc c'est sûr que on a l'impression que les maladies chroniques actuelles sont corrélées avec un microbiote plus pauvre. Voilà, ça c'est globalement, la plus grande certitude. Après, si on analyse plus finement, heu, les anomalies du microbiote et les mécanismes qui vont relier, le microbiote et ces maladies, va varier d'une maladie à une autre. Mais il y a des maladies, par exemple le cancer colorectal ou la maladie de Crohn, où il va y avoir, des sortes de signatures microbiennes. Et ça, on retrouve de plus en plus d'études qui, arrivent à déterminer maintenant avec l'IA, et cetera, des signatures microbiennes, c'est-à-dire une augmentation de certains micro-organismes et une diminution d'autres micro-organismes par rapport à une, population, saine. Et avec parfois, dans certaines études, une assez bonne fiabilité de l'IA, à pouvoir déterminer, heu, simplement avec une composition du microbiote, le fait qu'il s'agisse du microbiote d'une personne atteinte de telle ou telle maladie. Ok, impressionnant, impressionnant. J'interromps rapidement l'épisode pour vous parler d'Hippocrate, votre compagnon qui vous aide à construire une santé durable. Il utilise vos ressentis afin de vous aider à intégrer des habitudes saines dans votre quotidien. Nous l'avons imaginé, construit et développé avec un conseil scientifique et des coachs certifiés. Alors si vous voulez faire partie de la toute première phase test du produit, je vous laisse suivre le lien en description ou scanner le QR code en haut à gauche de votre écran. On peut reprendre. T'en as parlé un peu tout à l'heure, l'axe intestin-cerveau, pardon, ça c'est un truc, je trouve que on entend parler de beaucoup de choses, avec des guérisons de certains troubles psychiatriques après des greffes fécales que j'ai pu voir sur certains reportages. C'est quoi le vrai du faux dans tout ça et de quoi on est sûr en tout cas pour l'instant? Alors pour l'instant, je crois pas qu'on soit sûr que la greffe fécale permette de guérir des troubles, des troubles psychiatriques ou il y a la santé mentale, il y a parfois des études assez intéressantes, hein. Il y a eu un truc notamment sur l'autisme, une étude qui a montré d'assez bons résultats, là-dessus. Après, c'est en général, il y avait dans ces études-là qui sont souvent des preuves de concept ou des études, pilotes un petit peu. Il y a souvent moins de 20 patients. L'autisme, on parle de troubles du spectre autistique, donc il y a pas un seul ou même trouble, il y a plusieurs. Donc c'est à prendre avec des précautions. Néanmoins, on sait que notre microbiote est impliqué dans le fonctionnement, du cerveau, dans notre santé mentale, dans notre état de stress, d'anxiété, de la dépression et même dans les maladies neurodégénératives. Il y a de plus en plus d'études qui montrent l'implication du microbiote dans le développement, précoce, d'une maladie de Parkinson, par exemple. Mais pour l'instant, en gros, la mécanistique et les liens entre, anomalie du microbiote et développement de ces maladies-là sont vraiment clairement, c'est des choses qui sont en train d'être étudiées. Donc là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de vraies certitudes et on n'est pas encore, prêt à pouvoir soigner, l'autisme ou une maladie de Parkinson avec des probiotiques, en gros, ou avec une transplantation fécale. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses, qui sont en cours actuellement, qui sont, voilà, des choses, très prometteuses, porteuse d'espoir, parce que voilà, notre microbiote est impliqué, tout autant que, le fonctionnement, neurologique, humain avec, en gros la fabrication par des cellules humaines de neurotransmetteurs, enfin ces choses-là, on sait que ouais, le microbien joue un rôle également là-dedans et donc ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives, mais ça c'est beaucoup, voilà, des choses qui sont à l'étude. Il commence à y avoir quelques données sur effectivement, l'intérêt de certains probiotiques, dans la régulation du stress ou de l'anxiété. Il commence à y avoir des petites choses également sur, dans la dépression et effectivement et puis le microbiote vu on arrive un peu à le moduler avec l'alimentation, en tout cas ça permet de se dire que, l'idée c'est qu'il n'y ait plus que de la médecine allopathique avec des médicaments qui vont, modifier, le fonctionnement de l'organisme humain, du côté humain, mais on peut également, jouer sur le microbien avec l'alimentation, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais certains types d'alimentation qui sont plutôt bénéfiques pour le microbiote et qui peuvent avoir un impact notamment, dans la régulation, de cette inflammation de bas grade pour, voilà, il y a des certains types d'alimentation qui sont, plutôt,
je schématise vraiment, mais plutôt anti-inflammatoires par rapport à des types d'alimentation qui sont clairement pro-inflammatoires. On sait que l'alimentation, ce qu'on appelle le Western diet, qui est vraiment qui a l'étiquette de l'alimentation pro-inflammatoire dans toutes les études. C'est voilà, c'est une alimentation ultra transformée, riche en sucre et en graisse saturée. Et on sait que ce type d'alimentation, elle est propice à un état micro-inflammatoire, voire inflammatoire chez nous, et donc elle va augmenter le développement de ces maladies-là. C'est très clair. Vraiment, c'est très très clair. Et en effet, je pense que les années à venir vont être très riches en découvertes et très riches en exploration. Ça va être, euh, ça va être vraiment chouette. On entend beaucoup parler d'un terme aussi, le terme de dysbiose intestinale, pardon, souvent associé au syndrome de l'intestin irritable, au SIBO, au SIFO, à tout ça. Pareil, et je sais qu'il y a beaucoup de méfiance un peu chez certains médecins généralistes, tout ça, qui attendent quand même un niveau de preuve assez élevé pour pouvoir évoquer ça chez certains patients qui viennent nous voir en consultation directement en disant j'ai telle ou telle pathologie. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu justement sur ça? Ouais, alors la dysbiose, j'ai parlé de symbiose tout à l'heure, et j'ai pas parlé de dysbiose. Donc, en gros, l'idée, c'est que pour que tout aille bien dans le meilleur des mondes, le plus longtemps possible tout au long de notre vie, il faut qu'on arrive à maintenir cette symbiose entre notre organisme humain et nos écosystèmes microbiens, nos microbiotes. Quand le microbiote reste riche, diversifié et remplit toutes ses fonctions, l'organisme humain s'en porte mieux et on vit en meilleure santé. Donc ça, c'est la symbiose entre les deux. Quand on a un appauvrissement du microbiote, une altération, très schématiquement, par exemple, une prise d'antibiotiques, va entraîner un appauvrissement très, très rapide et très important du microbiote intestinal. Il va y avoir des modifications qui vont se faire, qui vont être pas dans le bon sens ça va être très rapide et ça va durer quelques jours à quelques semaines. Mais normalement, et donc c'est ça qu'on appelle la dysbiose. En fait, la dysbiose, c'est une perturbation, un déséquilibre du microbiote intestinal, et c'est également une perte de la symbiose. En gros, il y a 2 définitions. Il y a ce déséquilibre du microbiote, en général, quand on parle de dysbiose, ça sous-entend ça, mais il y a aussi cette perte de la symbiose. Donc cette dysbiose, elle est possible en cas d'agression, d'altération du microbiote avec, on a dit par exemple un traitement antibiotique. Mais notre microbiote, il a une capacité de résilience. Il est capable, normalement, lorsque tout va bien, de revenir à son état antérieur et de limiter l'impact négatif des antibiotiques sur sur lui. Donc cette résilience, elle existe, mais elle n'est pas infinie, elle n'est pas parfaite pour tout le monde. Et donc, parfois, cette dysbiose qui est censée être que transitoire suite à une prise d'antibiotiques, et ben, chez certaines personnes, lorsque l'agression a été trop intense ou répétée, par exemple des gens qui sont amenés pour des problèmes d'infection urinaire à répétition ou d'abcès dentaire à prendre de façon très rapprochée des antibiotiques à large spectre, bah, chez certaines de ces personnes, la dysbiose va persister, et le microbiote n'arrivera jamais à revenir à son état antérieur. Donc dans ces cas-là, la dysbiose va rester, et la dysbiose peut s'accompagner de troubles digestifs, de problèmes de transit, de ballonnement, d'intolérance alimentaire, mais d'autres choses, de fatigue, de problèmes de peau, voilà, de choses diverses et variées. Après, c'est très difficile on est plus sur des concepts que sur des choses qui sont diagnosticables facilement, cliniquement, en pratique courante. C'est-à-dire que cette dysbiose, pour l'instant, on sait avec toutes les études scientifiques que ça existe, mais on fait pas d'examen en routine pour mesurer cette dysbiose et pour essayer de la corriger. Donc c'est là où, en fait, pour l'instant, c'est ce qui rend un peu plus délicate, c'est-à-dire que tout ça, ce que je suis en train ce dont on discute depuis tout à l'heure, c'est pas encore rentré dans notre pratique courante en médecine, y compris chez des gastro-entérologues un peu spécialisés dans le microbiote. C'est des choses qui sont hyper importantes à connaître,
pour savoir que ça existe, savoir qu'il y a plein de travaux là-dessus et que les choses avancent très vite. Mais voilà, on n'en est pas encore sur de l'implication clinique en pratique courante. Voilà. Et ça peut permettre Mm. d'expliquer certaines choses. Moi, effectivement, quand je vois des gens qui arrivent pour un syndrome de l'intestin irritable, donc c'est typiquement des troubles qui sont en rapport avec une dysbiose, en rapport avec un dérèglement de l'axe intestin-cerveau. Et ben, en creusant un peu, on retrouve parfois une infection intestinale marquée, une infection alimentaire, une salmonellose ou autre, ou parfois la prise de 2-3 antibiotiques de façon assez rapprochée, ou parfois même une seule antibiothérapie à large spectre, et derrière l'apparition des symptômes de cet intestin irritable. Donc ça nous aide au moins à comprendre et à expliquer ça aux patients en disant que voilà, il y a eu à ce moment-là un dérèglement très profond du microbiote qui a malheureusement pas réussi à revenir à son état antérieur, qui était peut-être déjà un petit peu fragilisé. Et ça permet au moins d'expliquer ça. Et là, pour le coup, on est tous inégaux par rapport à ça. Il y a des gens qui ont une très bonne résilience, hein, un peu, et qui vont pouvoir tout au long de leur vie, manger, de façon, pas forcément optimale, de prendre régulièrement des antibiotiques et puis au final qui n'auront pas de gros soucis de santé en lien avec une dysbiose. Puis d'autres personnes qui vont avoir une hygiène de vie plutôt bonne, et qui à un moment de leur vie vont prendre une fois des antibiotiques et derrière qui vont avoir une dysbiose qui va persister et des troubles, des problèmes de santé en lien avec ça. Donc Je précise pour ceux qui nous écoutent que, en effet, les antibiotiques, c'est fait pour tuer des bactéries, et donc c'est normal que ça finisse par atteindre notre système intestinal. Après, c'est vrai que dans certains moments, c'est des traitements qui sont nécessaires. Et justement, est-ce que tu préconises, toi, l'utilisation de probiotiques pendant les traitements ou pas? ouais, tout à fait. En Quels sont les fait, messages pour donc toi? tu as bien fait Léo de rappeler ça, hein, les antibiotiques, j'ai souvent tendance à en parler de façon négative parce que sur le microbiote, c'est clairement, ce qui a le plus gros impact délétère sur le microbiote. Mais, quand ils sont, prescrits et pris à bon escient, que l'indication est posée, correctement par le médecin pour une infection bactérienne et cetera, bien sûr qu'il faut en prendre, et si on veut effectivement limiter l'impact sur notre microbiote, on peut essayer pendant la cure d'antibiotiques et les semaines qui suivent, d'avoir déjà une hygiène de vie la meilleure possible, de bien manger à ce moment-là, et puis également de prendre certains probiotiques qui ont montré une diminution de la diarrhée liée à la prise d'antibiotiques. On sait que 20 à 30% des gens qui vont être mis sous antibiotiques à large spectre vont développer de la diarrhée dans les jours soit pendant le traitement, soit dans les jours qui vont suivre le traitement antibiotique. Cette diarrhée-là, très souvent, elle va refléter heu, l'altération du microbiote et donc la dysbiose liée à la prise d'antibiotiques. Et donc il y a certains probiotiques, il y a notamment une levure qui s'appelle Saccharomyces boulardii, ou un probiotique bactérien qui s'appelle la LGG, Lacticacibacillus rhamnosus GG, un peu plus compliqué. Et donc ces probiotiques ont montré globalement qu'ils permettent de diminuer de 50% le risque de diarrhée lié à la prise d'antibiotiques, et donc on peut raisonnablement supposer que ça limite un petit peu l'impact délétère des antibiotiques sur le microbiote. Donc oui, je conseille moi effectivement la prise concomitante pendant la cure d'antibiotiques et pendant 1 à 2 semaines supplémentaires de ces souches probiotiques. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui sont connus pour altérer le microbiote, mis à part les antibiotiques? Alors il y a, on va dire, probablement qu'environ 80% des médicaments ont un impact sur le microbiote. Le plus souvent un impact délétère. Il y a certains médicaments qui semblent avoir plutôt un impact positif. C'est le cas par exemple de la metformine. Mais beaucoup de médicaments ont un impact délétère. Il y a une étude récente qui vient d'être publiée dans Nature qui montre que notamment les traitements à visée cardiologique ont un impact sur le microbiote et qui peuvent favoriser la survenue d'infections. Mais probablement qu'après les antibiotiques, une des classes de médicaments qui a un impact important sur notre microbiote et qui est prise par plusieurs millions, je crois que c'est à peu près 16 millions de la population française, c'est les IPP, les antiacides qui terminent en prazole, que beaucoup de personnes prennent pour du reflux, des brûlures, etc. Ben, ces antiacides vont perturber le microbiote intestinal, et ça fait partie aussi des médicaments qu'il faudrait éviter de prendre quand on n'en a pas forcément
l'indication ou l'utilité de prise en... Voilà, il y a des gens qui en prennent depuis des années sans forcément une indication qui est claire. Voilà. Ok. Euh, Très clair, et c'est vrai que les IPP, bon, c'est un vrai problème de santé publique, je trouve. On est passé, enfin, je sais pas trop ce qu'on a fait sur les 20-30 dernières années en termes de prescription, mais c'est une catastrophe. On a rendu tout le monde dépendant, entre guillemets, aux IPP parce que dès qu'on essaie de les retirer, c'est reflux à fond et on n'arrive pas à enfin, je sais pas si tu as la même observation, mais on n'arrive pas à sevrer les patients des IPP. C'est un vrai Ouais. problème. C'est pas simple du tout, mais d'ailleurs, c'est l'objet d'une de mes prochaines vidéos qui va sortir d'ici une semaine ou deux sur Instagram. Donc voilà, Ok, la bah, elle prise, sera déjà sortie pour les le gens qui sevrage. Ok, voilà. Très bien. Et donc là, on a parlé un peu des médicaments, un peu de tout ça. Tu as mentionné un point qui est super important, et je pense que ça va être le point peut-être le plus important de la vidéo, c'est l'alimentation et son impact sur le microbiote. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'une bonne alimentation au final pour son microbiote? Ouais, effectivement. Bah là, en fait, vu que là, je vous ai expliqué que notre santé était liée à l'état de notre microbiote, il y avait une forte corrélation, enfin, il y a une corrélation qui existe entre les deux. Bah, on aura vite compris que il faut faire le mieux possible pour notre microbiote, c'est de le préserver un maximum pour rester en meilleure santé possible tout au long de notre vie. Si on contrôle pas tout à fait les médicaments qu'on prend, la pollution environnementale, et cetera, bah, on peut essayer de jouer sur d'autres paramètres qu'on contrôle un peu plus. Et le principal levier de modification de notre microbiote, c'est l'alimentation. Et on peut clairement, un changement d'alimentation va avoir un impact sur le microbiote en quelques jours. Et alors, c'est quoi une bonne alimentation pour le microbiote? C'est en gros, allez, je vais schématiser, ce sera plus simple. Je vais dire ce qui est pas bon pour le microbiote et ce qui est bon pour le microbiote. Ce qui est mauvais pour le microbiote, c'est majoritairement l'alimentation ultra transformée. C'est les produits industriels bourrés d'additifs. Beaucoup de sucre, beaucoup d'additifs. Dans ces additifs, il y a des édulcorants, il y a des émulsifiants qui vont donner une texture particulière, et cetera, qu'on va retrouver dans des gâteaux industriels, des crèmes, des vinaigrettes, des glaces, et cetera. On sait que l'alimentation ultra transformée, elle est délétère pour le microbiote. Elle va potentiellement être délétère pour nos intestins, engendrer une hyperperméabilité intestinale, favoriser de la micro-inflammation, voire une inflammation systémique de bas grade, etc. Donc voilà, alimentation ultra transformée, et riche et sucre ajouté, etc. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'aime bien notre microbiote? Deux choses. Des choses qui vont le nourrir, c'est-à-dire avoir un effet qu'on appelle prébiotique. Dans ce qui va nourrir notre microbiote, il y a majoritairement les fibres. Les fibres alimentaires qu'on va retrouver dans les fruits, les légumes, les légumineuses qu'on a tendance un peu trop à oublier dans nos pays occidentaux. Donc tout ce qui va être haricots secs, pois chiches, lentilles corail, les graines, les oléagineux, les légumes racines et les céréales complètes. Tout ça, c'est riche en fibres et ces fibres vont aller nourrir le microbiote. Qu'est-ce qui nourrit aussi le microbiote? Les polyphénols. Polyphénols qu'on va retrouver dans les baies, les fruits rouges, dans le thé, le cacao, voilà. Et puis il va y avoir les amidons résistants. L'amidon résistant qu'on va retrouver dans les légumineuses, qu'on va retrouver dans les bananes quand elles sont pas très mûres, et qu'on va retrouver également dans les féculents cuits puis refroidis. Typiquement, quand vous faites une salade de pommes de terre, une salade de pâtes, une salade de riz, et ben, l'amidon de ces féculents va être rétrogradé, va être plus résistant, en gros moins digeste, et il va aller plus nourrir nos bactéries intestinales. Donc voilà, manger plus de fibres, plus de polyphénol, plus d'amidons résistants. Euh, et puis, il y a une autre catégorie d'aliments, encore plus oubliés que tout ça, ce sont les aliments fermentés. Les aliments fermentés, on en connaît tous. Le yaourt, le fromage sont des aliments fermentés. La choucroute, c'est du chou lacto-fermenté. Et puis on peut lacto-fermenter tous les légumes. Et puis il y a des boissons fermentées dont on entend de plus en plus parler, le kéfir, le kombucha par exemple. Quand on va ingérer ces aliments fermentés, ces boissons fermentées, en fait, on va ingérer des micro-organismes vivants, des levures, des bactéries. Et des études montrent qu'on va enrichir notre microbiote, encore plus qu'en consommant des fibres.
Donc je trouve que, enfin là, c'est très important dans un monde où on a tendance à détruire notre microbiote avec notre environnement aseptisé, pollué, avec une alimentation ultra transformée, pauvre en fibres, bourrée d'additifs, de pesticides, etc. Bah, l'idée, c'est voilà, c'est de remettre voilà, remettre des fibres. Alors, on parlait beaucoup de végétaux et je viens de parler de pesticides, donc idéalement plutôt bio, pour limiter les résidus de pesticides qui vont malheureusement pas que détruire des insectes méchants, mais qui est potentiellement parfois également un peu notre microbiote. Voilà, réintégrer progressivement aussi ces aliments fermentés. Ouais, c'est ce que j'allais dire pour les pesticides. C'est vrai que on préconise beaucoup de céréales complètes et tout ça. Et c'est la dernière fois en discutant avec Anthony Berthoud, il me disait que, ben, en effet, le problème des céréales complètes, c'est aussi qu'elles vont garder plus les pesticides. Et donc, faut quand même essayer de s'orienter le plus possible vers du bio pour. Exactement. Essayer d'avoir de la traçabilité, savoir d'où viennent effectivement maintenant, voilà, d'où vient la farine de blé, ce que c'est comme blé, comment ça a été traité, et cetera. Et effectivement, c'est très important de prendre conscience de ça, à la fois sur les végétaux, fruits, légumes, et cetera, mais également sur ces farines, sur tout ce qui est à base de blé. Parce qu'effectivement, voilà, beaucoup de produits phytosanitaires utilisés et qui ont et qui, effectivement, les céréales, d'autant plus quand elles sont complètes, qu'elles vont garder leur enveloppe, c'est là où on va retrouver le plus de résidus de pesticides, donc très important de regarder tout ça, ouais. On parle pas mal alimentation. Moi, le podcast, il a été, euh, enfin, à partir d'une théorie, j'ai créé le podcast. C'est comme quoi il y a à peu près 4 piliers à la santé. Donc la santé mentale, la santé, l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. On a parlé alimentation. Est-ce que on a un lien entre microbiote, activité physique, microbiote sommeil, microbiote santé mentale, non pas l'impact du microbiote sur ces parties-là, mais plutôt l'impact du sommeil sur le microbiote, l'impact de l'activité physique ou l'impact du stress sur le microbiote. Tout à fait. Alors, on n'a pas des tonnes d'études, mais globalement, ce qu'on a montre qu'un stress chronique, hem, ou un stress trop intense et répété a plutôt un impact négatif sur notre microbiote. Ça, on sait. En fait, c'est dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'en fait, le microbiote peut, effectivement avoir un impact sur la santé mentale, sur le stress, l'anxiété et la dépression, mais l'inverse est vrai aussi. Ce stress chronique a un impact délétère sur le microbiote, ça peut vite être un cercle vicieux ensuite. Donc ça, s sans rentrer dans les détails, on sait à peu près ça. Après le sommeil, c'est là où il y a le moins d'études. Mais globalement, il y a des études qui montrent que une privation de sommeil ou un sommeil irrégulier, donc dormir 6 heures par jour pendant quelques jours, puis 10 heures par jour pendant quelques jours, c'est pas forcément bon. En fait, notre organisme humain, mais également microbien, aime la régularité. Il y a beaucoup de choses qui sont avec une horloge biologique de 24 heures, un rythme nictéméral, et cetera, circadien, et ça, c'est vraiment important. Et donc il y a des études qui montrent que l'idéal, c'est d'avoir un sommeil suffisant et régulier sur le microbiote. Et à l'inverse, il y a aussi des études qui montrent que Heu, notre microbiote peut aussi jouer sur notre sommeil, et certaines bonnes bactéries semblent avoir plutôt un impact positif sur le sommeil. Et c'est un peu pareil pour l'activité physique. C'est là où on a le plus d'études probablement. Beaucoup d'études montrent que l'activité physique régulière, quelle qu'elle soit, a un impact positif sur le microbiote. Ça peut être de la marche, de la course à pied, ça peut être de la musculation, ça peut être, faire du sport, de façon régulière, de façon amateur, ou ça peut être, voilà, des professionnels de haut niveau. On sait que plus on fait d'activité physique et mieux c'est pour le microbiote, ça clairement. Après, voilà, il faut peut-être enlever, des cas extrêmes, de sport un peu extrêmes à haute intensité, haute endurance, type, ultra trail, et cetera, qui peuvent engendrer des dégâts sur les intestins avec les phénomènes d'ischémie, reperfusion, potentiellement de l'hyperperméabilité intestinale, potentiellement un peu de dysbiose. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment nécessaire d'avoir, un suivi, et notamment une alimentation qui soit vraiment, optimale, hein. C'est en général ce qui est le cas, hein, chez ces sportifs de haut niveau. Mais, voilà, on peut assez facilement, dire que, c'est démontré à l'heure actuelle que, plus on bouge, mieux c'est pour notre microbiote, clairement.
Je vous coupe 5 secondes juste pour vous demander de vous abonner si vous aimez le podcast et de mettre 5 étoiles sur Spotify et les plateformes comme YouTube ou Deezer. Ça nous soutient et nous permet d'avoir toujours plus d'invités exceptionnels. Ouais, pour moi, c'est les immanquables. C'est-à-dire que on vous dira jamais que faire de l'activité physique, c'est mauvais pour vous. On vous dira jamais que prendre soin de votre sommeil, c'est mauvais pour vous, que diminuer votre stress, c'est mauvais pour vous, et puis que manger des bons aliments pas ultra transformés, c'est mauvais pour vous. C'est ça. Euh, Et la Ça nature, il reste. commence à y avoir pas mal de choses sur le fait aussi que l'interaction de nos microbiotes avec des microbiotes environnementaux et notamment de la nature, des gens qui jardinent régulièrement ou qui vont se balader en forêt, etc. Il commence à y avoir des études sur l'impact positif de ça sur nos microbiotes et potentiellement sur notre santé, notamment notre santé mentale, stress, anxiété. Et j'ai vu passer des études vraiment récentes, très bien faites, sur l'impact positif de balades en forêt, même de courte durée, sur le niveau de stress et d'anxiété, etc. Et ça peut passer, ça semblerait passer, en tout cas en partie, par, une modulation de nos microbiotes. Ok. Une chose hyper Bah, intéressante, donc c'est bien manger, c'est plus bouger, c'est essayer de bien dormir, c'est essayer de gérer son stress. Et pour gérer son stress, voilà, des balades en nature, de l'activité physique régulière, et l'alimentation, enfin tout ça, effectivement, je suis d'accord avec toi sur ces piliers-là. Et moi, en fait, je me sers du microbiote également pour faire passer ces messages de prévention qui sont simples, qui sont de mieux manger, de plus bouger, et d'essayer de lutter contre notre stress chronique parce que voilà, on vit dans un monde ultra speed, ultra connecté. On se détend, on pense se détendre en scrollant sur les réseaux et en consommant du digital qui a plutôt tendance à nous apporter un peu de dopamine, mais au final, qui a pas un impact bénéfique à moyen long terme sur notre santé mentale. Et donc, il faut remettre un peu un peu de bon sens, alors pour citer Anthony Berthoud, du bon sens dans notre assiette, mais dans notre mode de vie en général. Ce sera bien à la fois pour notre microbiote et du coup pour notre santé également, et celle des générations futures. ouais. Le, le, Ça fait penser à la question, le microbiote est transmissible ou pas de la mère à l'enfant? Alors Est-ce qu'on sait s'il y a une... ouais, une petite partie, on va dire que il est d'autant plus transmis lorsqu'il y a une naissance par voie basse, une naissance par voie naturelle, auquel cas le bébé qui naît va être en contact avec le microbiote vaginal et le microbiote fécal de la maman, au niveau du périnée notamment. Et on sait que ça, c'est plutôt bénéfique pour sa santé future, à l'inverse d'une césarienne qui va du coup, qui va faire qu'il n'y aura pas de ce contact-là avec le microbiote vaginal et fécal de la maman, où le bébé va naître dans un environnement stérile et en gros, les premiers contacts microbiens du bébé, ça va être en général, le microbiote cutané de la maman ou du papa avec le pot à pot, par exemple. Et on sait que Ouais. alors c'est pareil, hein, on a parlé tout à l'heure des antibiotiques et là, loin de moi le fait de vouloir culpabiliser les gens qui donnent naissance par césarienne ou sont nés par césarienne, etc. On sait qu'à l'échelle individuelle, les modifications sont pas majeures et en fait, la différence de microbiote va s'estomper dans les premières années de vie. Mais malgré tout, ce qu'on sait, c'est qu'un bébé qui naît par césarienne va avoir un microbiote différent et plus fragile, entre guillemets, qu'un bébé qui va naître par voie basse. Et ça va augmenter certains surrisques de maladies dans ses premières années de vie, notamment diabète, obésité, asthme, allergie. Voilà, en tout cas, ce genre de pathologie il y a un surrisque de 10 à 15%. Donc c'est pas majeur du tout à l'échelle individuelle, mais ce qui fait un petit peu peur, c'est quand je parlais tout à l'heure de génération future, c'est que quand on regarde l'évolution des courbes de naissance par césarienne, ça fait un petit peu peur parce que certains pays ont déjà là en 2025 dépassé les 50 voire 60 voire 70% de naissances par césarienne, hein. C'est le cas du Brésil, de l'Équateur par exemple. Et il y a des projections en 2035, donc 2035 c'est demain, où en fait, certains pays, même presque continents auront dépassé les 50 à 60% de naissances par césarienne. C'est le cas notamment, du sud-est asiatique, où là, ça va être en fait des générations d'enfants qui vont naître un petit peu plus fragiles que s'ils étaient nés par voie basse. Donc en fait, c'est pas grave quand on est à 15-20%, qu'on est assez proche de ce que recommande l'OMS. Et quand on est à 50%, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bébés qui auraient dû naître par voie basse, moins fragiles.
et qui vont naître voilà, un peu plus fragiles. Donc à l'échelle de pays, 50-60%, c'est ça qui fait un petit peu, voilà, qui est un petit peu inquiétant. C'est énorme. Plus de 50% de césariennes, c'est monstrueux, hein. Je suis même, enfin, c'est quoi, c'est des césariennes? Enfin, je sais pas si t'as la réponse, mais Bah, c'est un petit c'est des peu, césariennes. c'est des salles de confort, c'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il y a probablement une tension sur les gynécologues obstétriciens, sages-femmes, etc., plus on peut programmer une naissance, plus c'est facile de s'organiser. Et puis on prend moins de risques de programmer une naissance, de faire une césarienne. Hem et donc voilà, c'est quelque chose qui devait se faire dans des indications. Autant on a parlé des antibiotiques, effectivement, la prise d'un antibiotique, la prescription d'un antibiotique doit être raisonnée en fonction d'une indication, d'infection bactérienne. Autant la naissance par césarienne, elle doit être en lien avec un surrisque de donner naissance par voie basse. Et ce qui n'est pas le cas quand, voilà, quand on est né à des taux au-delà de 20 à 30%, clairement. Mmh. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Euh, Comme un peu toutes les choses qui commencent à être tendance entre guillemets, ou du reste à intéresser plein de gens, le marketing s'en mêle et le business s'en mêle beaucoup aussi. On voit plein de choses fleurir sur les dernières années, énormément de euh, nouveaux probiotiques, prébiotiques qui sortent. Euh, c'est quoi le vrai du faux dans tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de se fournir en, je sais pas, 30 euros ta petite boîte de probiotiques euh, à manger tous les jours? Est-ce que il faut tomber dans ces arguments marketing-là? Est-ce qu'ils ont une vraie valeur scientifique ou pas? Alors c'est quelque chose, c'est une question très intéressante, assez complexe. Pour répondre correctement, et bon, il y a clairement un gros business derrière. On parle beaucoup de microbiote. Je suis en train d'expliquer que depuis tout à l'heure, notre santé et notre santé future, est liée à l'état de notre microbiote. Donc, il semble qu'il y a un intérêt d'améliorer notre microbiote avec des prébiotiques, des probiotiques. Le problème, il est que, on manque beaucoup d'études scientifiques pour la plupart en gros 99 des produits pré-probiotiques qu'on trouve dans le commerce, sur internet, pharmacie, parapharmacie ou autre, la grande majorité de ces produits-là n'ont aucune étude scientifique, qui démontre, un intérêt clinique. Est-ce que pour autant, ils sont mauvais? Et est-ce que pour autant, on est sûr qu'ils n'auront pas de bénéfices? Non. Ils peuvent très bien être bénéfiques, c'est simplement qu'on n'a aucun argument scientifique pour le dire. Donc, moi j'essaie d'orienter les patients, les gens vers des produits, des compléments qui ont montré des preuves scientifiques dans des indications particulières. Donc c'est sûr que, il y a parfois on trouve des études qui ont montré, l'efficacité d'un probiotique dans le syndrome de l'intestin irritable, dans une population, féminine avec, de la diarrhée. Est-ce que ça marche dans une population masculine? Est-ce que ça marche dans une population qui a plutôt un intestin irritable avec la constipation? J'ai pas d'ar On n'a pas ces arguments scientifiques. Donc le mieux, c'est d'arriver, quand il y a des études cliniques, scientifiques qui démontrent quelque chose, ben, à orienter plutôt vers ça. Hem, c'est ça qui est un peu compliqué, voilà, c'est pour s'y retrouver. Le problème aussi des études scientifiques et pourquoi on en manque, c'est parce que, comme tu sais, une étude scientifique bien faite, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Les pré-probiotiques, c'est des compléments alimentaires. Ils n'ont pas de devoir, pour avoir une AMM comme pour un médicament de faire des études, scientifiques, et ils ont souvent pas, des centaines de milliers, voire des millions d'euros à mettre pour faire des études. Donc c'est clair que des études, on en manquera toujours. Malgré tout, je viens juste de voir une étude qui vient d'être publiée, je crois dans Nature, qui vient de montrer, c'était, je sais plus de 1000, je sais pas si c'est 1200 ou 12 000, peut-être 1000, je crois que c'est 1200 enfants, âgés de 0 à 3 ans, en Chine, à qui ils ont fait prendre des probiotiques, et ils montrent une diminution d'obésité, de surpoids et d'obésité, dans l'enfance, enfin à 3 ans chez ceux qui ont pris des probiotiques. Donc, typiquement, petit à petit, on va avoir des arguments, pour dire que tel ou tel probiotique, peut avoir un bénéfice dans telle ou telle situation. Mais voilà, encore une fois, 99 des produits qu'on retrouve, avec beaucoup de marketing, n'ont pas fait leurs preuves. Voilà. Est-ce que pour autant ça me fait peur? Pas vraiment, je trouve que c'est plutôt positif, de voir qu'il y a un développement là-dessus, de voir que les gens s'intéressent à ça, et aussi parce que,
parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de risques à prendre ce genre de choses. Il faut surtout pas que ce soit, voilà, prendre des pré-probiotiques ou autres à la place de médicaments, à la place d'une consultation, d'un suivi, particulier, mais quand ça vient en complément d'une bonne alimentation, voilà. Est-ce que prendre un probiotique de temps en temps, ou en continu, est-ce que ça peut être délétère? Je le pense pas, donc voilà, en tout cas, voilà, c'est important de, voilà, de savoir que, en gros, le plus souvent, il y a pas de preuve scientifique, pour autant, ce sera pas forcément délétère et moi, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur. Mmh. Ouais, je suis assez raccord avec toi. C'est vrai que je pose toujours la question, même pour les compléments alimentaires, tout ça, parce que c'est un business qui est extrêmement fructueux. Hem et on fait souvent miroiter ce petit côté un peu pilule magique, mais non, ça n'enlève pas la base. C'est-à-dire Non, que vous aurez beau prendre n'importe quel probiotique, si vous dormez, 4 heures par nuit et que vous bougez pas et que vous êtes tout le temps stressé et vous mangez n'importe quoi, ça changera rien bien et sûr. donc ça, c'est limite s'y intéresser. Une fois qu'on a fait la base, ça peut valoir le coup et voilà, ne croyez pas non plus tout ce que vous entendez au niveau marketing parce que, il y a des choses qui sont hors de prix, je trouve et qui, voilà, ça peut faire plus de mal au portefeuille qu'à la Exactement. santé, Voilà, mais le risque, il est majoritairement financier. C'est vrai que c'est des produits qui coûtent, vite cher et on a tendance à les multiplier et voilà, et toujours se méfier quand même des compléments parce que là, on parle de pré-probiotiques. Je suis mmh, assez serein sur leur innocuité, ce qui est pas le cas des plantes et de la des compléments alimentaires à base de plantes, voilà, de phytothérapie qui peuvent, parfois être, dangereux, engendrer, voilà, des hépatites, des allergies, des choses, mmh. Maintenant les gens qui nous écoutent doivent se dire: «OK, alors bon, c'était très clair déjà toutes les infos que j'ai eues et tout trop bien, mais si demain j'ai envie de savoir un peu comment est mon microbiote?» Est-ce que ça fait un peu peur de se dire: «Merde, ça se trouve, ça fait des années que j'ai un microbiote, qui est complètement appauvri». Hem, Est-ce qu'on peut faire des analyses en pratique ou pas? Alors oui, on peut faire des analyses en pratique. Il y a des startups et des gros labos qui s'y sont mis. Faut savoir juste que ça coûte, entre, allez, 150 et 300 €. Les analyses tendent maintenant à être assez standardisées et de plus en plus fiables. Le problème, ça va être l'interprétation de ces analyses, les conseils qui vont être donnés, qui sont pas souvent corrélés à l'état actuel de la science, qui vont aller bien plus loin. Et le problème, c'est le manque d'utilité clinique. À l'heure actuelle, on n'est pas capable, même quand on s'intéresse au microbiote, de soigner, de prendre en charge quelqu'un de façon personnalisée, en fonction de son analyse de microbiote, en 2025. Mais ça va évoluer très vite et très probablement que, d'ici quelques années, on se servira de l'analyse de microbiote pour, heu, pour prédire, certaines maladies, certaines réponses à des traitements et pour soigner les gens de façon personnalisée. Pour l'instant, faut plutôt, prendre ces analyses pour, si on est curieux de savoir à quoi ressemble son microbiote, mais il faut pas en attendre encore, grand-chose sur le fait d'être pris en charge, en termes nutritionnels, en termes, médicamenteux, de façon vraiment personnalisée en lien avec cette analyse-là. Et je suis persuadé que d'ici, voilà, une dizaine d'années, pour le coup, on l'analyse de microbiote aura vraiment un intérêt, dans la pratique, clinique, dans certaines indications, certains, voilà, typiquement, je parlais au tout début du podcast du lien entre la composition de notre microbiote et la réponse à l'immunothérapie. Il est possible que dans quelques années, avant la mise en route d'un traitement anticancéreux comme l'immunothérapie, on fera une analyse de microbiote pour essayer de prédire la réponse au traitement et en cas, et si, l'IA, nous dit hem, que oui, en gros, on s'attend à l'absence de réponse dans 95 des cas, probablement qu'on mettra un autre traitement ou alors qu'on mettra ce traitement avec un probiotique, des probiotiques, avec une transplantation fécale d'un patient répondeur ou autre pour engendrer la réponse au traitement chez ce patient-là à qui on prédit l'absence de réponse si on ne fait pas d'intervention particulière. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment, à l'étude actuellement, ça va très vite. Les études, dès que ça touche au cancer, ça va souvent un peu plus vite. Il y a plus d'argent et des équipes impliquées qui travaillent bien et donc c'est en train de bouger pas mal à ce niveau-là. C'est hyper intéressant. Ouais, je pense que ça va être, dans les années à venir, ça va vraiment être,
très utile et beaucoup utilisé. Et c'est très chouette parce que ça donne des perspectives pour la médecine qui sont incroyables. Je vous interromps juste 5 secondes une dernière fois pour vous préciser que si vous souhaitez contester une chose qui a été dite durant l'épisode, vous pouvez le faire avec le lien en description qui vous emmène vers un Google Doc où vous pouvez, étude à l'appui, nous justifier vos contradictions. N'hésitez surtout pas. Et là, si quelqu'un nous écoute et se dit, ok, donc bon, l'analyse sert pas à grand chose pour l'instant, mais comment je peux savoir si mon microbiote il va bien? Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut que je sois un peu plus vigilant et me dire, bon, là, ce serait pas mal de faire quelque chose. Alors, non, c'est compliqué de connaître comme ça surtout quand on va bien, savoir si son microbiote est vraiment riche, diversifié, plein de bonnes bactéries, etc. À l'inverse, si on va vraiment pas bien, problème de santé mentale, maladie chronique, etc., bah, il y a probablement une grande probabilité qu'il y ait des perturbations du microbiote. Je pense que quoi qu'il en soit, ça change pas grand-chose dans le sens où qu'on ait une maladie chronique et des perturbations du microbiote ou qu'on soit en bonne santé, je pense qu'il faut faire le maximum pour avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, faire du sport, en tout cas bouger, essayer de bien dormir, etc. Donc moi, ça ne change pas vraiment mes conseils. Voilà, pour l'instant en tout cas. Ok, très clair. T'as d'autres, est-ce que tu es au courant d'autres études en cours un petit peu ou d'autres perspectives qui sont en train d'être explorées sur le microbiote en ce moment? Il y a tellement, tellement, tellement d'études en cours. Non, là, ça bouge pas mal sur la thématique de la cancérologie et de l'immunothérapie. Ça, c'est vraiment probablement ce qui risque d'avoir le plus d'impact dans les prochaines années. Et puis là, on parle de survie. On parle pas de ballonnement, de troubles du transit, etc. Donc c'est vraiment l'impact peut être majeur là-dedans. Donc ça, c'est en train de bouger. C'est passionnant. Après, si on parle de transplantation de microbiote fécal, il y a plusieurs centaines d'études en cours pour essayer de voir l'impact d'une modification du microbiote par transplantation de microbiote fécal. En gros, la transplantation fécale, c'est on prend le microbiote d'un sujet sain, en tout cas qu'on se considère comme sain, et on le transfère dans le tube digestif d'un patient malade porteur d'une dysbiose à qui on veut du coup redonner un microbiote riche, diversifié, propice à une symbiose pour essayer de le guérir, en tout cas de le soulager de sa maladie. Donc là, il y a beaucoup d'études en cours. Il y a eu là où il y a eu le plus de données en dehors de l'infection à une bactérie qu'on appelle Clostridium difficile, enfin Clostridioides difficile maintenant, c'est la rectocolite hémorragique. Donc dans la rectocolite hémorragique, il y a à l'heure actuelle une dizaine d'essais contrôlés randomisés qui ont démontré l'efficacité de la transplantation du microbiote fécal pour induire une rémission clinique en cas de RCH de forme légère à modérée. Donc on sait à l'heure actuelle que dans la RCH de forme légère à modérée, la transplantation fécale, elle marche, elle est efficace pour induire une rémission clinique. Malgré tout, on a encore plein de questions et on ne le fait pas encore en pratique courante à nos patients qui ont une RCH, mais voilà, ça bouge quand même pas mal aussi à ce niveau-là. Ok, très chouette. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment plein de perspectives qui sont plutôt cool. Les années à venir ont l'air vraiment très engageantes sur ce sujet-là. Je pense que t'as pas fini d'écrire des bouquins. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais d'autres sujets, toi, que tu voulais aborder avant de conclure? Alors maintenant, je pense qu'on a effectivement on a balayé quand même pas mal de sujets. Je pense qu'on pourra toujours, voilà, on pourrait en discuter encore des heures. Il y a encore plein de choses à dire, mais déjà ça fait pas mal, voilà, pas mal de choses. Faut que je garde quelques petits secrets quand même pour Bien des sûr. posts, pour des livres et pour d'autres podcasts. Donc non, puis c'est surtout le microbiote qui garde ses secrets, lui. Moi, je les dévoile, Mm. j'essaye. Mais on est J'aime qu'au bien conclure début, par on ça. est qu'au début, et je pense vraiment que c'est quelque chose qui va révolutionner Ouais. notre vision de la santé, c'est en train de le faire, mais notre pratique de la médecine plus tard. Voilà. En tout cas, ça nous aide et moi, ça m'a ouvert les yeux sur cette vision de la santé qui doit être holistique, qui doit être globale et bien plus que globale de l'humain. Maintenant, c'est global de l'humain et de son microbien également, quoi. Donc, c'est surtout ça qui est intéressant. Mm. Complètement. J'aime bien conclure par 5 conseils qu'on donne habituellement. Là,
si les gens devaient retenir vraiment 5 choses pour prendre soin de son microbiote, qu'est-ce que tu leur dirais? On a déjà dû les dire. Qu'est-ce que je dirais? Bien manger. Et dans bien manger, c'est vraiment, limiter un maximum l'alimentation ultra transformée industrielle. Regarder, la composition des produits qu'on achète en grande surface. Faire en sorte qu'on mange le plus, voilà, le plus naturel, le plus sain possible. Sur les végétaux, les céréales et cetera, privilégier le bio. Hem, Après ça va être bouger un maximum, promener en nature, faire grandir nos enfants dans un environnement, non stérile, les laisser, tripatouiller, de la terre, voilà, du potager, de la nature. Voilà, les médicaments, pas faire n'importe quoi, le moins possible d'automédication, la prise d'antibiotiques de façon raisonnée, d'antiacides également. Donc tout ça, écoutez votre médecin quand il vous dit, qu'il y a pas besoin d'antibiotiques, voilà, vous rendrez service. Hem Je sais pas, combien on en est, si j'en ai donné 4 ou 5, essayer voilà, de lutter contre son stress. C'est vrai qu'on est tous, très stressés, on est parfois à la limite du burn-out en permanence, et ça, c'est pas bon pour notre microbiote, c'est pas bon pour notre santé. Et ben, si on essaie de mieux dormir, de lire, de poser un peu le smartphone, de se balader en nature et de mieux manger, et ben, on aidera tout ça. Puis si, dernier conseil, j'ai tendance à l'oublier celui-là alors que c'est hyper important, mais c'est l'alimentation fermentée. Remangeons un petit peu plus fermenté, redécouvrons, les légumes lactofermentés, les boissons également type kéfir, kombucha. Voilà, c'est à la fois hyper bon, là hyper agréable, là l'été, c'est un peu pétillant, c'est parfumé et en même temps c'est très riche en micro-organismes, bénéfiques qui vont venir enrichir votre microbiote. Et puis je terminerai là-dessus, si vous voulez chaque jour un peu plus de conseils et ben suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'essaye de vous donner, voilà, des nouveautés, des choses que, voilà, de nouvelles études scientifiques, ont montré et puis de vous donner des conseils sur comment, au quotidien chouchouter votre microbiote, voilà. Et c'est quoi ton nom sur le réseau? On mettra le lien C'est dessus, mais Julien.Scanzi sur Instagram et sur LinkedIn, en mettant Julien Scanzi, on me trouve assez facilement également. Et puis les livres, voilà, les livres que j'écris qui vont reprendre, un petit peu tout ce qu'on a dit également là avec, des choses, voilà, un peu plus bien sûr un peu plus complet, puis avec dans le deuxième livre des recettes, hein, c'est un guide avec des recettes clés en main pour, vraiment, prendre soin de votre microbiote et celui de votre famille. Et puis pour, voilà, vous faire découvrir la fermentation et vous initier à l'art de la fermentation qui est vraiment une fois qu'on met le doigt dedans, le pied dedans, bah, on découvre un monde, sans limite, avec plein de nouvelles saveurs et qui en plus est très bon pour notre santé. OK, bah, écoute, très clair, on mettra de toute façon tous les liens, que ce soit, de tes comptes, des bouquins, en bas, il y aura tout ce qu'il faut dans la description. On va pouvoir conclure. Super, Heu, je vais te garder juste 30 secondes le temps que ça se télécharge et puis moi je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles. Nous on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.